L'inspecteur Raoul de la police criminelle mexicaine. Il y a 24 heures, on a découvert sur ce terrain vague le cadavre de Maria Ureña, une ouvrière de 32 ans. C'est ici qu'on a retrouvé la dernière victime. Elle a été assassinée avec une grande violence. Ils lui ont écrasé la tête avec les roues d'une voiture. Elle était complètement défigurée. On vient juste de l'identifier. Ici précisément. La dernière morte, car depuis 1993, 300 femmes ont été assassinées à Ciudad Juárez. Juárez, tout au nord du Mexique. Là où finissent les bidonvilles, la frontière, au-delà les immeubles opulents d'El Paso, le Texas. Cette frontière, une rivière, 50 mètres de large, à gauche le Mexique, à droite les États-Unis. 3 200 000 personnes de part et d'autre, d'un côté une extrême pauvreté, de l'autre une extrême richesse. Reliant les deux rives quelques ponts, tout le monde ne peut pas les emprunter, surtout dans le sens sud-nord. Venus du sud, ceux que le rêve nord-américain a fait marcher pendant des jours, des semaines parfois, poursuivent cette chimère jusqu'à un grillage infranchissable. Deux mondes, la même incompréhension. Même le fleuve n'a pas le même nom. Pour ceux du sud, c'est le Rio Bravo. Rive nord, il devient le Rio Grande. Côté États-Unis, on dit que la piste qui longe le Rio Grande est la première ligne de défense du pays. Il y a une vingtaine d'années, les industriels du Nord ont construit des usines sur la rive mexicaine, les maquilladoras. En donnant du travail aux miséreux du Sud, on pensait les dissuader de tenter le passage clandestin. Mais les salaires sont 10 fois plus bas au sud du grillage qu'au nord. Ici, on n'emploie que des femmes, plus habiles, plus dociles. Elles sont 200 000, payées 3,50 francs de l'heure. C'est la délocalisation. Les 300 mortes étaient pratiquement toutes des ouvrières. Notre enquête sur les meurtres devait commencer par là, mais impossible de pénétrer dans ces usines avec une caméra, on se méfie ici. Il y a quelques années, cette photo avait suscité des remous. On avait dit que les ouvrières étaient attachées à leur poste. Simple question de sécurité, réponse à direction. Adelante, F4. En fait, ce n'est pas à l'intérieur des grilles que le danger de mort plane. Avec la nuit, la ville se transforme, une autre sorte de labeur. Chaque soir, des voitures venues du nord par centaines franchissent la frontière. Pour survivre, beaucoup des ouvrières changent de tenue. Juárez devient le bordel du Texas. Presque chaque semaine, depuis 5 ans, au petit matin, dans le désert alentour de Juárez, un cadavre de femme a été découvert. D'après les organisations non gouvernementales américaines et mexicaines, plus de 800 femmes auraient disparu. Les autorités affirment que tout cela est très exagéré, que 209 seulement ont été assassinées. Elles avaient entre 16 et 35 ans, toutes ont été violées et torturées avant d'être tuées. Toutes les enquêtes se ressemblent. La routine, ça commence par le voisinage. Señor! Señor! Qu'est-ce que vous avez entendu dire par ici? Rien. Les seules choses que je sais, je les ai apprises par les journaux.
No se escucha Vous nada. n'avez rien entendu? Rien du tout. No sabe cómo le decía, no sabe Vous cómo. savez comment on l'appelait? Nunca le habló. Non, je ne parlais pas avec elle. Je gardais seulement ses enfants. Mais je ne connaissais pas son mari. Pas de quoi faire de grands progrès. Une seule chose est sûre, jamais un seul cadavre n'a été découvert à gauche du grillage, côté États-Unis. Toutes les victimes viennent des bidonvilles du Sud. C'est ici qu'il y a moins d'un an, la famille Flores est venue s'échouer à quelques pas du rêve. Les trois filles de la famille avaient trouvé du travail dans les maquiladoras. Il y a 7 mois, la plus jeune, Sagradio, a été tuée en sortant de son usine. Ma sœur avait 17 ans. C'était une de ces filles comme on en trouve partout ici à Ciudad Juárez. Elle ne demandait qu'une chose. Elle voulait vivre. Le 17 avril dernier, elle est partie au travail et elle n'est jamais rentrée à la maison. En même temps qu'elle, 5 autres filles ont disparu. 2 d'entre elles étaient ses amies. Depuis, 3 autres encore ont été tuées. Elles ont été assassinées de la même façon. Elles, ce sont les 2 sœurs Crisella. Elles ont été tuées en même temps que ma sœur. Ma fille, nous l'avons enterrée à l'endroit où elle a été assassinée. Cela a changé ma vie. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je ne dis rien et tout ça va continuer. Je serai peut-être la prochaine victime et personne ne fera rien. Personne ne saura ce qui se passe. Alors j'ai pris une décision. Moi, je ne vais pas me taire. Guillermina Flores a été la première à ne pas accepter la mort camouflée des femmes de Juárez. Chaque lundi, elle entraîne sa famille et quelques autres parents de victimes au palais du gouverneur. Je veux dire à tout le monde ce qui est arrivé, que l'on cesse de nous ignorer, que justice soit faite et que s'arrêtent enfin tous ces crimes. Jusqu'à présent, aucune famille de victimes n'avait eu le cran de réclamer timidement justice. Les autorités les traitaient avec mépris. Vous voyez, les gens commencent à faire attention à nous. Avant, personne ne disait rien. C'était le silence total. Pendant ce temps-là, on tuait des femmes. Jusque-là, les femmes violées puis tuées étaient responsables de leur mort. On disait officiellement qu'elles avaient des comportements à risque. Je veux que l'on arrête les assassins. Je veux la justice. Je sais bien que ceux qui font ça m'ont repéré. Je me rends compte que ma démarche peut les menacer, mais je n'ai pas d'autre choix. Je veux que le gouvernement et les fonctionnaires fassent leur travail. En tout cas, moi, je ne laisserai pas tomber. Guillermina et sa persévérance ont fini par déranger la tranquille indifférence des autorités. Les policiers qui étaient chargés de l'enquête ont été écartés. Une brigade spéciale vient d'être constituée. À sa tête, un avocat de 27 ans, Manuel Esparza. Il a été formé aux États-Unis à la chasse aux tueurs en série. À partir de maintenant, je veux que les enquêtes soient centralisées dans ce service. Je veux être au courant de tout, mais pas de fuite. Aucun étranger à notre service ne doit être informé. Nous allons commencer par interroger les familles. Nous pourrons leur donner quelques informations, mais pas tout. Je vous demande un peu de subtilité afin d'en apprendre plus. Ne dévoilez aucune information importante à qui que ce soit. Il y a beaucoup de femmes qui rentrent tard la nuit chez elles. Il y a également des criminels qui sont à la recherche des femmes. Les filles les attendent. Elles sont impressionnées par leurs belles voitures, leurs beaux vêtements.
Ces gars-là les invitent boire un verre, ils les mettent en confiance, elles imaginent qu'ils les sortiront de leur pauvreté. C'est ainsi qu'elles deviennent des victimes. 24 enquêteurs ont été mis à la disposition de Manuel Esparza, mais l'intendance ne suit pas. Ils n'ont pas de voiture, pas de radio. Pendant les 3 jours que nous avons passés avec eux, aucun n'a quitté le bureau. L'enquête n'avance pas. Les précédents enquêteurs n'étaient pourtant pas restés totalement inactifs. Ils avaient mis 3 hommes en prison. 3 suspects, inculpés chacun de plusieurs dizaines de meurtres ou de viols. Abelardo González est le directeur de la prison de Juárez. Il va nous permettre de rencontrer Sharif Sharif, celui des 3 inculpés à qui les policiers reprochent le plus de crimes, pas moins de 149. Un directeur de prison qui doute. Toutes les preuves contre M. Sharif sont en train de tomber les unes après les autres. Tout ce qui prouvait qu'il avait assassiné des femmes s'effondre. Il semble que ce ne soit pas lui le vrai coupable. Celui que la police de Juárez présente comme le plus grand criminel de tout le continent américain, le voici. Sharif Sharif a 53 ans, il est égyptien. Les 149 crimes dont on l'accuse, meurtre, viol, kidnapping, acte de cannibalisme. Je suis venu dans ce pays pour la première fois en mai 1994. Cette série de crimes avait commencé en 1992. C'est en 1992 que l'on a trouvé les premiers corps. Il y a pour le moins 30 femmes assassinées qui se ressemblaient. La peau sombre, des cheveux bruns, jeunes. Elles ont été enlevées et tuées. Il y en a eu 30 avant que j'arrive dans ce pays et 75 depuis que je suis enfermé. S'il vous plaît, chaque nouvelle victime est une preuve de mon innocence. Depuis mon arrestation, il y a eu 75 femmes assassinées de la même façon. Si on les écoute, j'ai tué tout le monde. Ils ont commencé par m'accuser de 20 meurtres, puis 40, puis 30, puis 1, puis 2. J'ai eu beaucoup de petites amies. Elles sont toujours mes amies, elles sont encore vivantes et en bonne santé. Et elles m'aiment encore. Rien dans toutes leurs études médico-légales ne se retourne contre moi. Tout est en ma faveur. Et pourtant, ils continuent à m'accuser. Et ils me retiennent toujours prisonnier. Pourquoi? Demandez-leur. Le jour où je vais sortir, je vais avoir beaucoup de questions à leur poser. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Ils ne peuvent plus que me tuer. Je crois que certains membres de la police judiciaire, 2 en particulier, des Américains d'origine mexicaine, sont coupables. 2 au moins, si ce n'est plus. Mais la police mexicaine affirme avoir des preuves irréfutables contre vous. La police ment. Elle ment sur tout. Vous ne pouvez pas fabriquer un bouc émissaire dans une affaire de tueur en série. Le policier qui s'obstine est une femme, Irma Galarza, le médecin légiste de Juárez. Elle n'a pas de doute, pour elle, Sharif a tué. Elle affirme qu'après son arrestation, il n'y a plus eu de crime semblable. Nous avions constaté que les crimes étaient identiques, les mêmes caractéristiques dans la façon de tuer, les victimes de même type, les cheveux longs, plutôt châtain clair. Toutes les filles se ressemblaient. Après l'arrestation de ceux que l'enquête avait mis en cause, la façon de tuer a changé. Un autre modus operandi, des meurtres avec mutilation, des morsures. Avant, elles étaient tuées par étranglement. Cela a cessé et maintenant elles sont tuées par arme blanche, par arme à feu. Et là, depuis quelque temps, c'est avec des coups de machette dans le crâne. L'arrestation de Sharif n'avait pas mis fin au meurtre. La police avait trouvé une explication à l'époque.
Depuis cette prison, Sharif aurait payé des tueurs pour continuer à assassiner des femmes. Chaque nouvelle victime rendant plus improbable sa culpabilité, lui qui se trouvait derrière les barreaux. L'un de ces tueurs s'appelle El Grande, le géant. Il y a 3 ans qu'il a été arrêté. C'est une injustice. Ils ont manipulé l'enquête. Moi, je ne connaissais pas Sharif. Je n'avais jamais mis les pieds ici. Les entrées dans la prison sont enregistrées sur computer. Si j'étais venu voir Sharif, il le saurait, il y aurait des traces. Deuxième complice supposé de Sharif, Jorge Amondares, surnommé El Diablo. Il n'avait pas très bonne réputation dans la ville, c'était le chef du gang des rebelles. Moi, on m'a comparé avec le boucher de Milwaukee. On m'a comparé au plus grand criminel. Il y a ce que l'on raconte, et puis la vérité. Aux États-Unis, on m'accuse d'être le cerveau de tous ces crimes. Nous ne sommes pas coupables. Quand j'ai été arrêté, il y avait eu 17 crimes. Depuis, il y en a une centaine. Je dis à tout le monde, aux pères et aux mères, de bien garder leurs filles, car l'assassin court toujours. Ici, tout est corrompu. Si j'avais eu de l'argent ou si j'avais été quelqu'un d'important, je ne serais pas dans cette prison. Je ne suis pas coupable. Voilà 2 ans que le diable est en prison, 2 ans qu'il clame son innocence. Aujourd'hui, à Juarez, beaucoup ont fini par le croire, beaucoup disent qu'il fait un bon bouc émissaire. Pas de quoi perturber Irma Galarza. Elle est sûre de son fait. Pour elle, les preuves sont irréfutables. Voilà l'empreinte d'une morsure que l'on a trouvée sur un corps. Ces prisonniers disent que l'on a fabriqué des preuves. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué la dentition de M. Amondares. Ce sont les traces de ses molaires. Aucun juge ne pourra nier cette preuve. Les certitudes du médecin légiste ne parviennent pas à convaincre Guillermina Flores. Elle essaye de mener sa propre enquête avec des moyens dérisoires. Vous voyez, cette jeune fille a été assassinée il y a 3 mois à peine. Je pense que Sharif est responsable de certains meurtres et qu'il a tenté d'en assassiner d'autres. Mais je ne peux pas affirmer qu'il est le tueur en série, comme on le dit. Je pense qu'il est possible que les assassins soient des hommes de pouvoir, un pouvoir tel que les autorités n'osent même pas y toucher. Ou c'est peut-être un malade, un psychopathe qui se trouve parmi nous. Seulement la petite ouvrière et sa sœur n'ont guère de temps pour démasquer les tueurs. Elles ne sont plus que 2 pour nourrir la famille. 2 fois par jour, elles refont le parcours sur lequel Sagradio, la 3e, a été enlevée avant d'être violée et tuée. Guillermina n'a pas les moyens d'échapper au sort des femmes de Juarez, la peur. C'est dangereux d'être femme à Juarez, très dangereux. Le fait même d'être une femme, c'est un risque. Ici, on ne respecte pas les femmes, ni leur dignité, ni leur vie. Six jours sur 7, pour elles, c'est l'atelier pendant 12 heures. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que les assassinats des femmes de Juarez commencent à inquiéter leur patron. De l'autre côté du Rio Bravo, dans l'autre monde, les conseils d'administration des grandes entreprises n'aiment pas entendre parler de ces affaires qui attirent maintenant les journalistes à Juarez. Les Américains aimeraient bien que le ou les auteurs des crimes soient arrêtés. Ils ont leur petite idée. Le FBI a aidé le gouvernement mexicain à s'attaquer au problème. Mais nous avons vite compris que Mexico ne le souhaitait pas. Ils ont renvoyé les équipes qui enquêtaient sur ces crimes. Le tueur en série dont nous parlons est mexicain. Il habite au Mexique. Il travaille au Mexique. Il est possible que d'autres l'imitent. Je pense que la raison principale de tous ces crimes, c'est l'incapacité de la police locale à contrôler son propre territoire.
Cet assassin est quelqu'un qui a quelque autorité, un pouvoir, quelqu'un qui n'a pas besoin de convaincre les filles d'aller avec lui. Du côté mexicain, ils n'ont pas l'argent ni les ressources technologiques que nous avons aux États-Unis. En mots à peine cachés, ce garde-frontière du Texas accuse des policiers mexicains d'être les tueurs. Il faut dire que les Américains savent très bien ce qui se passe. Ils voient tout, rien ne leur échappe. Ici, aux États-Unis, tous nos services de police communiquent entre eux. Nous avons une centralisation et les moyens de savoir si quelqu'un est un assassin ou pas. Chaque nuit, ils interceptent 450 clandestins. Aucun ne passe. Chaque mètre est sous surveillance. Les caméras infrarouges leur permettent de tout voir, bien au-delà de la barrière d'acier. Par exemple, cette scène, filmée il y a quelques jours. Les 3 hommes qui agressent cette personne qui s'est aventurée dans la zone des crimes seraient, d'après les Américains, des policiers de Ciudad Juárez. Ils vont molester, dépouiller et abandonner leurs victimes, on ne sait dans quel état. Côté Juárez, on ne voit pas les choses de la même façon. Pour les policiers municipaux, les tueurs viennent du nord. Le problème de nos 2 villes frontières, c'est qu'ils traversent surtout les fins de semaine. Ils viennent ici danser, s'amuser et ils repartent au petit matin aux États-Unis. Certains sont complètement ivres, d'autres totalement drogués. Il est vrai que chaque nuit, les jeunes Américains viennent profiter à Juárez de l'alcool et des femmes que leur interdisent les lois prudes et rigoristes du Texas. Les Américains qui viennent ici se divertir en profitent pour faire chez nous de mauvaises actions. Parce que dans leur État, les lois sont strictes. Parce que chez eux, on les punit sévèrement. Comme nos lois sont plus souples, ils viennent ici profiter de la vie. Et il faut le dire, pourquoi n'y aurait-il pas parmi eux des malades qui attaqueraient toutes ces femmes chez nous? La police municipale tient à montrer qu'elle ne croise pas les bras et qu'elle n'écarte pas, quand même, l'hypothèse que le tueur soit mexicain. Régulièrement, elle organise, sous l'œil des caméras, des descentes dans les bidonvilles. Elle s'en prend aux pandillas, les petits gangs de dealers. Comme à la recherche d'un nouveau coupable crédible, celui que l'on pourrait charger de tous les meurtres de Juárez. Que le tueur soit mexicain semble quand même être inacceptable ici. Un film vient d'être réalisé. La première a eu lieu à Juárez. en la lista. Un reclamo de la sociedad a los crímenes sucedidos en la frontera más grande de México con los Estados Unidos. L'acteur qui joue le tueur ressemble à Sharif l'Égyptien. D'ailleurs, tout le scénario est un réquisitoire contre lui. Toute la bonne société de la ville a assisté à cette première. Manuel Esparza, le nouveau patron de l'enquête. Des policiers. Le procureur. Les organisateurs de la fête avaient même invité Guillermina Flores, la petite ouvrière, mais elle n'a pas été convaincue. Dans ce film, ils disent que les gangs des rebelles et Sharif sont les responsables de ces crimes. Mais pour moi, l'assassin court toujours. Et les crimes continuent alors qu'ils sont en prison. Il faut que la chasse continue, car pour moi, ils n'ont rien trouvé. La bonne société pouvait aller se coucher à l'heure où des centaines de femmes entamaient la deuxième partie de leur journée de travail. Je m'appelle Patricia Castro.
j'ai 4 enfants. Je travaille dans une usine textile. Je gagne 160 francs par semaine. Et les week-ends, je travaille dans un bar. Et là, je gagne à peu près la même chose avec les pourboires et le reste. Quand ils entrent ici, les hommes boivent. Et parfois, ils t'attendent à la sortie et se mettent à te suivre. C'est très dangereux, d'autant plus que certains sont armés. La police ne sait plus qui accuser. Alors, ils accusent des gens qui ne peuvent plus se défendre, c'est-à-dire des filles assassinées. Elles ne peuvent plus rien dire. Je sais que je prends des risques à travailler dans un bar de nuit. J'en sors à 4-5 heures du matin. Je ne suis pas heureuse de faire ça. J'aimerais que les week-ends n'arrivent jamais. Je n'ai pas d'autre possibilité. Je le fais parce que j'en ai besoin, pour mes 4 enfants. Comme les 200 000 ouvrières des maquilladoras, Patricia n'a pas le choix. Elle gagne 75 centimes chaque fois qu'elle danse avec un client. Depuis la fin de notre reportage, il y a un mois, 7 femmes ont été assassinées à Ciudad Juárez. Victimes d'un ou de plusieurs tueurs fous. Victimes, assurément, de la misère du Sud et de l'indifférence du Nord.